Choix 98.1 Radio X. Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Les commentaires de Maître Marc Bellemare, c'est maintenant. Je suis un peu en retard. Je suis désolé, Maître Bellemare. Ah, c'est bon. T'avais des bonnes raisons. Ben ouais, pas tant, là, mais c'est juste que je me laisse traîner partout, ce qui fait en sorte que je vais essayer d'être plus assidu lundi prochain. C'est une promesse que je vous fais puis que je me fais en même temps. Et toi, est-ce que tu votes à Québec? Si je vote à Québec, non. Oui. Non, j'ai pas voté à Québec, non. Et dans ta ville, est-ce qu'il y a des élections? Oui, sûrement. Non, j'ai pas regardé encore, là. Hey, le citoyen, Marceau, il est où, là? Je suis pas ça vraiment à Sainte-Marie, honnêtement, là. OK. Ben, il y a des élections partout. Mais Ouais. ça, c'est important, mais j'écoute ça, là, tu sais, le tramway, le VALS, le ci, le ça, mais en quelque part, on s'entend tous pour dire que c'est le gros en haut qui va décider, là, puis c'est Trudeau, là, tu sais, l'argent, c'est pas municipal qui est là. C'est sûr que le pouvoir municipal peut avoir une certaine influence sur des projets majeurs, mais on s'entend qu'ils vont proposer, ils vont pas disposer, là. C'est les gouvernements supérieurs qui vont disposer, puis c'est eux, finalement, qui vont prendre des décisions ultimes. Alors, on vote pour des idées, mais on vote pas nécessairement pour des solutions concrètes et matérialisées, là, au municipal, même à Québec. Ouais. Ça me fait rire, par exemple, de voir que Bruno Marchand est constamment à l'attaque de ses deux opposants, mais lui-même n'a aucun projet. Ce qu'il fait, c'est une job d'opposition. Puis, en même temps, il faut le comprendre parce qu'il est arrivé un peu vers le tard là, dans la course à la mairie de Québec. Donc, il n'y a pas eu 1 an, 2 ans à travailler sur un projet comme le tramway ou un projet comme le métro. Mais de le voir attaquer comme ça, les candidats, je trouve ça particulier. C'est comme s'il parlait dans le vide, là. Ben, c'est sûr que, Gosselin, Marchand, je pense qu'ils ont 22-23% chaque, là. Ça veut dire quand même que les gens de Québec sont prêts pour un changement, là. Est-ce que ça va marcher, compte tenu que c'est quand même des opposants, puis Mme Savard semble avoir une trentaine de pourcents de votes en sa faveur, là? Est-ce que ça va être suffisant? Peut-être pas, mais c'est sûr que quand tu additionnes les votes de Marchand et de Gosselin, ça se rapproche du 50 %. Ça veut dire que les gens de Québec sont prêts à entendre d'autres choses que ce que la bombe leur a servi au cours des dernières années. Maintenant, ça va être un conseil municipal qui va être probablement assez multiple. On va avoir des représentants pas mal de tout le monde, j'ai l'impression, au conseil municipal. Ça, c'est pas mauvais. Ce soir, on parle de meurtre résolu après 22 ans. Est-ce que tu te souviens de Denise Morel? J'ai lu l'article dans l'actualité comme tout le monde. Denise Morel, c'est une femme, une actrice que les quinquagénaires ont connue, peut-être pas toi, mais elle faisait Dame Plume dans le Ribouleding, qui était une émission pour enfants extrêmement prisée il y a une trentaine d'années. Alors, elle a été assassinée en 84 à Montréal. Elle visitait un logement. Elle a été assassinée en 84 et ça a pris 23 ans avant qu'on puisse retracer l'assassin. Grâce à de l'ADN, elle a été assassinée dans un sous-sol sur la rue Saint-Denis. Et pendant 23 ans, on nage en plein mystère, on n'a jamais trouvé l'assassin. Finalement, il y a eu une condamnation éventuelle. Ça m'a fait penser à un autre cas qui, lui, semble être en voie de résolution. C'est l'assassinat en 99 de Lucie Castonguay, 42 ans, à Saint-Fabien-de-Panay. Et son corps a été retrouvé 3 jours plus tard dans sa résidence, etc. Alors là, les enfants, évidemment, étaient atterrés. Et c'est quand même une petite communauté. Alors, il y a eu une émission de JE à un moment donné qui est revenue sur ce cold case-là. Et finalement, il y a une arrestation qui a été faite. Une arrestation, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une condamnation nécessairement. Mais c'est Marcel Chabot, un individu qui a été intercepté par les policiers, qui a été interrogé, qui a été arrêté. Et alors il y aura éventuellement une preuve, puis éventuellement une cause autour de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en droit criminel, il n'y a jamais de délai. Tu as fait un mauvais coup il y a 30 ans. Ouais. Tu peux être accusé, puis tu peux être condamné. Puis que ce soit des assassinats, que ce soit des fraudes, que ce soit des agressions sexuelles, tu n'es jamais à l'abri d'une accusation de nature criminelle. Ce sont des accusations qui sont imprescriptibles. Imprescriptible, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai pour poursuivre pour le ministère de la Justice, le procureur général. Alors ici, on en a un bel exemple. Puis moi, je trouve que c'est quand même bon parce que souvent, les enquêtes sont laborieuses. Et tu sais qu'avec l'ADN aujourd'hui,
Il y a des meurtres qui n'auraient jamais été résolus il y a 30 ans, mais aujourd'hui qui peuvent l'être pour peu que la police ait conservé les échantillons et les tissus pour pouvoir faire des comparaisons puis retracer l'assassin. Avec l'ADN, aujourd'hui, on peut résoudre des assassinats, des crimes qui ont été commis il y a 30, 40 ans. Là. Mais en même temps, ça vaut quoi un témoignage après 21 ans ou après 20 ans? Je sais pas. Plus que ça. Ils ont certainement des preuves un peu plus solides que ça. C'est sûr qu'un témoignage après tant d'années, mais tu te souviens de Benoît Proulx, là, Monsieur Paquette, qui disait qu'il avait reconnu les yeux de Benoît Proulx sur le trottoir 9 ans après l'assassinat, ça n'a pas résisté. La Cour d'appel l'a dit, c'est ridicule. On ne peut pas condamner quelqu'un pour un meurtre prémédité sur la base simplement d'un témoin qui arrive des années plus tard et qui dit « j'ai reconnu ses yeux ». Tu sais. Alors, c'est toujours une question de fait, mais tu as raison. Sur un simple témoignage ou même sur quelques témoignages, c'est très hasardeux de pouvoir porter des accusations pour un crime aussi important. Et la plupart du temps, il va y avoir un doute raisonnable qui fait que finalement, il n'y aura pas d'accusation sur un simple témoignage. Mais avec l'ADN, ça devient plus parfait. Oui, effectivement. Parce que, tu sais, je comprends des fois que, comme dans le dernier cas que vous m'avez parlé, là, bon, les enquêteurs se déplacent, ils discutent avec les gens, mais je veux dire, quand ça fait 20 ans que ça s'est passé, 21 ans, les gens, là, tu sais, y avait-tu un gilet rouge, un gilet bleu, j'ai-tu croisé un individu que je connaissais pas sur telle rue, tu sais, ça doit être difficile en maudit de sortir de l'information, là. Oui, mais c'est sûr, un témoin qui va dire « j'ai reconnu quelqu'un » ou « j'ai vu quelque chose », c'est plus délicat. Mais si c'est un aveu, là, ça peut devenir intéressant. Par exemple, à l'intérieur des murs, les détenus s'ennuient souvent, puis il arrive assez souvent qu'un détenu va confesser un crime autre que celui pour lequel il est incarcéré. Et ils se placotent entre eux, là. Puis des fois, il va y avoir une possibilité d'aller chercher ce qu'on appelle un aveu, c'est-à-dire une personne qui va confesser son crime et dire « j'ai tué telle personne ». Tu te souviens de M. Bouillon, qui avait 6 jours avant sa mort, Richard Bouillon, confessé avoir tué Julie Surprenant, avoir tiré son corps dans un sac de hockey dans la rivière des Mille-Îles. Alors ça, évidemment, il n'a jamais été condamné, Bouillon, mais 6 jours avant sa mort, il a confessé à Claude Poirier avoir assassiné Julie Surprenant. Mais évidemment, ça vaut quoi? Aujourd'hui, il n'est plus là. Puis il y en a même qui doutent du fait qu'il a été véritablement l'assassin. Il y en a même, dont le père de Julie Surprenant, Michel Surprenant, qui lui pense que c'est plutôt une bravade et qu'il avait voulu se rendre intéressant. Mais moi, je pense qu'un gars qui est à l'article de la mort est susceptible de dire la vérité. C'est drôle, hein? Ils sont placoteux, les mourants, là. Hein? Ils ont des remords, puis des fois, ils vont passer aux aveux. Alors, quand c'est un aveu, une personne qui dit « j'ai tué quelqu'un », ben c'est sûr que c'est plus fort qu'un tweet là, qui a vu quelque chose de l'autre bord de la rue puis qui dit « moi, j'ai vu telle affaire ». C'est bien évident que c'est pas le même niveau de preuve, là. On parle maintenant de diffamation. Oui, écoute, c'est intéressant. C'est un jugement qui est sorti en Ontario qui est basé sur le fait que tout a commencé en mai 2020. 2 sœurs, Chania Lavallée et Justine Lavallée, qui s'amusent, qui se tiraillent, puis il y en a une qui est à terre, puis un genou dans le dos, puis etc. Alors, il envoie une courte vidéo sur Snapchat et il y a une femme qui voit ça puis qui estime que c'est un affront à George Floyd, tu sais, le noir qui est assassiné, là, on peut dire qu'il a été assassiné aujourd'hui parce que le policier Chauvin a été condamné pour meurtre, mais là, il est en appel de sa condamnation et de sa peine, mais il reste que George Floyd, tout le monde sait ce qui est arrivé, c'est le noir américain qui a été intercepté pour un vol banal, puis finalement qui a été étouffé et qui en est décédé avec 2-3 policiers sur le dos, là. Alors, la dame, Mme Isaac, elle voit ça, Snapchat, ça voit une capture d'écran de la vidéo. Et même si elle n'a pas vu la vidéo, elle décide de partir en cabale et de publier une centaine de messages sur les réseaux sociaux accusant ces 2 femmes-là de se moquer de la mort de George Floyd. Et puis, elle va même jusqu'à contacter les employeurs de ces 2 femmes-là pour les encourager à les congédier, ce qui sera fait parce que les filles vont perdre leur job. Alors, le juge a estimé que c'était de la diffamation, que cette dame-là avait vraiment provoqué un tollé sur Internet, sur les réseaux sociaux, contre les 2 sœurs qui en ont fait une dépression, perte d'emploi. Ils ont été méprisés par à peu près tous les gens qu'ils connaissaient.
Et le juge n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. 100 000 $, c'est quand même pas pire, hein? Oui, 100 000 $, c'est rare qu'on voit ça, ces montants-là. Là. C'est rare, mais c'est sûr que c'est pas un tribunal québécois, mais quand même, c'est au Canada, c'est à côté de chez nous. Ouais. Et c'est sûr que les règles entourant la diffamation, les critères sont établis bien souvent par la Cour suprême. On l'a vu avec le coup de Mike Ward la semaine passée. Tout ce qui touche la diffamation, les droits fondamentaux, souvent, ça se retrouve en Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui établit les guidelines là, que les tribunaux inférieurs vont devoir suivre. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que tu le sais, sur les réseaux sociaux, c'est facile de tuer n'importe qui. Là. Tu peux, en montant une histoire ou en essayant de provoquer une réaction collective, tu peux obtenir beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et le juge envoie un message en disant « là, ça va faire ». Et condamne cette femme-là à 100 000 $. L'affaire est en appel, mais moi, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Puis, je pense qu'au Québec, on va assister au cours des prochaines années à plusieurs poursuites de ce type-là parce que les réseaux sociaux, c'est devenu la grande mode. Et il y a quelques causes là, qui sont en marche dans le district de Montréal, notamment, avec ce type de dossier-là pour essayer d'obtenir réparation. C'est sûr que des fois, tu ne sais pas trop d'où vient la menace. Les réseaux sociaux, c'est vague et des fois, il y a des provenances que tu ne peux pas retracer, que tu ne peux pas identifier. Tu ne sais pas trop qui est responsable, mais dans d'autres cas, quand tu es capable de cibler et de déterminer la source véritable de la diffamation, là, tu n'as aucune raison de ne pas agir parce que diffamer quelqu'un, c'est pas nécessairement verbalement, ça peut se faire aussi par les réseaux sociaux. Puis, si tu es capable de créer une vague, la personne qui reçoit la vague à pleine face là, est susceptible de vivre énormément de contraintes au plan psychologique, au plan social. La décision pour ce qui est de Mike Ward et Jérémy Gabriel, je comprends qu'il y a plein de gens qui étaient contents de cette décision-là et tout ça, mais honnêtement, je vais un peu à l'encontre là, de ce que j'ai entendu autour de moi. J'avais l'impression d'être le seul au monde qui disait « Voyons donc, c'est... » faire des jokes sur un enfant handicapé, il me semble que ça se fait pas. Ça se fait pas en privé, ça se fait pas en public. Et là, la Cour suprême dit non, il n'y a pas matière à avoir ça. T'sais. Puis là, il y a plein de gens qui étaient contents. Liberté d'expression. Je vais vous dire juste une affaire, Maître Bellemare. Il n'y a personne qui écoute, là. C'est juste vous et moi, là. Si j'étais le père d'un enfant handicapé, puis il y avait un humoriste qui se moquait de mon enfant à tous les soirs, vous pouvez être sûr, M. Bellemare, que je serais allé le voir, puis le pogner par le collet, puis il montrait à vivre. Bon, ouais, je suis peut-être mal faite, là, mais j'en reviens pas qu'il y a des gens qui se réjouissent du fait qu'aujourd'hui, OK, on peut rire d'un enfant handicapé sans aucun problème, même si, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des gens qui étaient super contents de ça. Moi, j'étais le seul à pas me réjouir de ça en disant, tabarouette, est où la limite, t'sais? Bien, on est deux, parce que moi, je suis d'accord avec toi. Et la seule bonne nouvelle dans ça, c'est que la Cour suprême a été vraiment divisée à 5 contre 4. C'est sûr que l'arrêt de la Cour suprême demeure. Puis, ce qu'elle a décidé dans le dossier précis de Mike Ward, c'est on peut pas aller plus haut. Il n'y a pas de possibilité d'aller plus haut que la Cour suprême du Canada. Mais le jugement, à mon avis, est très discutable parce que les juges disent c'est de la diffamation, c'est pas des droits fondamentaux, c'est pas de la discrimination. Mais je connais personne, moi-même, puis je suis ceux qui sont contents, là, je connais personne qui comprend comment la Cour suprême a pu dire que c'était de la diffamation et non pas de la discrimination. En disant que finalement, oui, Jérémy Gabriel avait été diffamé, oui, on avait réduit peut-être qu'il y a des droits par rapport à ça, mais c'est pas sur la base de son handicap. Mais c'est bien clair que si Jérémy Gabriel n'avait pas été handicapé, il n'y aurait eu aucun intérêt chez Mike Ward de s'attaquer à lui. Exact. Alors, la ligne, c'est quoi, là? C'est pas de la discrimination, c'est de la diffamation. Mais on s'entend sur le fait que c'est de la diffamation basée sur un handicap. Et à mon avis, la Cour aurait fort bien pu pencher de l'autre côté. Moi, j'aurais souhaité qu'elle le fasse. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller... Si on est capable de rire de Jérémy Gabriel et de se moquer de son handicap à ce point, publiquement, avec une distribution massive des images et des propos qui ont été tenus par Mike Ward, ça va jusqu'où? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'en quelque part, il y a une limite? Est-ce que les droits de la personne qui est visée par ce genre de joke-là existent? Est-ce qu'il y a des recours? Parce que là, techniquement parlant, est-ce que Jérémy Gabriel ne pourrait pas intenter une action en diffamation contre Mike Ward? Parce qu'au Québec, tu as 1 an pour poursuivre pour diffamation dans le Code civil. 1 an seulement. C'est sûr que ça fait plus qu'1 an que c'est arrivé.
Mais compte tenu du débat en Cour suprême, il n'y avait aucun intérêt véritable, matériel, pour Jérémy Gabriel de poursuivre Mike Ward en diffamation. Donc, on pourrait penser que s'il allait en diffamation, il pourrait expliquer au tribunal qu'il a été dans l'impossibilité d'agir pendant l'année qui a suivi les propos de Mike Ward. Alors, je ne sais pas si peut-être probablement qu'il n'ira pas, Gabriel, là, parce que ça a été assez éprouvant pour lui, j'imagine, toutes ces années-là en cours. Là. Mais techniquement, je me suis posé la question, à partir du moment où la Cour suprême dit c'est de la diffamation, pourquoi Jérémy Gabriel ne prendrait pas un recours civil contre Mike Ward maintenant maintenant que la Cour suprême a validé son recours? Il y a une question de délai, mais je ne suis pas sûr que c'est pas insurmontable. Mais je reviens à mon sentiment. Là. Je peux pas croire que je vis dans une société où on a le droit de se foutre de la gueule d'un enfant handicapé à... Je sais pas. Peut-être parce que je me mets à la place des individus. Là. Moi, j'ai 2 enfants, puis le jour où il y a quelqu'un qui va voir dans mes enfants, ça va faire de quoi. Puis en plus, Jérémy Gabriel, il était public. Là. Ils l'ont mis public. C'est pas de la faute de l'enfant si les parents l'ont mis public. Là. C'est tout lui qui a reçu c'est tout lui qui a reçu la marde. Je comprends que pour la liberté d'expression, c'est bon, mais de l'autre côté, moi, je veux pas vivre dans une société où on me permet de vivre, de rire d'un enfant handicapé, mais on permet pas à son père de me casser la gueule. On devrait permettre les deux. Oui, puis le fait de dire, parce que c'est un personnage public, pour peu que Jérémy Gabriel soit public, parce qu'il est connu, c'est sûr, mais il n'est pas connu. Non, il est connu, oui, mais il n'est pas partout tout le temps. Là. Il a connu son heure de gloire à l'époque, mais c'est pas une personnalité publique au long cours là, pendant 20-30 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te montes le bout du nez sur l'espace public, tu montes sur une scène, tu chantes, tu fais une prestation quelconque ou tu te présentes en politique, ça veut dire qu'à ce moment-là, attends-toi de faire rentrer dedans parce qu'on te traite de n'importe quoi puis qu'on rit tes caractéristiques physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, impliquez-vous pas socialement, restez dans votre trou puis bougez pas parce que si vous bougez, vous allez vous faire traiter de ci puis de ça. Puis on va dire qu'on veut vous noyer puis on va dire que, regarde, moi je trouve que c'est un raisonnement qui est fallacieux. Mais écoute, c'est peut-être pas réglé tant que ça, la question, parce que il demeure que la Cour suprême dit que c'est de la diffamation. Puis si c'est de la diffamation, comme humoriste, si tu décides de tenir des propos semblables, il n'y aura peut-être pas de demande au tribunal des droits de la personne comme Gabriel l'a fait, mais il va peut-être y avoir une poursuite en Cour supérieure, puis ça risque d'avoir le même effet, puis tu risques d'avoir une condamnation. Fait que, en quelque part, il y a un jugement qui est sorti, mais c'est mi-chat et mi-poisson pour l'instant au niveau juridique. On termine avec ça. On parle d'enregistrement vidéo. Oui, c'est ça. Il y a une très belle chronique aujourd'hui sur Droit Inc., qui est le site, un site juridique très, très couramment fréquenté par les avocats, qui fait une espèce de rétrospective de l'ensemble des jugements rendus en matière d'enregistrement. Puis c'est très positif en ce sens que, en gros, il faut comprendre qu'il est permis de filmer et d'enregistrer une conversation, même si tu n'es pas parti à la conversation. Moi, j'ai toujours pensé que quand tu étais parti, c'était correct. Mais là, ça a l'air que c'est beaucoup plus élargi. Et tu peux même présenter en preuve une vidéo qui présente des individus alors que tu n'es pas sur l'image et qui présente des propos qui sont tenus par des gens qui sont autres que la personne qui enregistre. Moi, je suis pas sûr qu'au niveau du droit criminel, qu'il n'y aurait pas des possibilités d'accusation parce que ça ressemble à de l'écoute électronique, une captation d'entretien privé. Mais au niveau civil, puis au niveau administratif, comme un tribunal comme le tribunal administratif du Québec, par exemple, ou le tribunal administratif du travail, ces preuves-là seraient recevables. Le seul critère à considérer qui pourrait amener le rejet, c'est si ça déconsidère l'administration de la justice. Genre une vidéo où tu vois de la nudité ou une vidéo qui est prise dans un contexte purement privé, tu sais. Je sais pas, moi, quelqu'un qui enregistre une conversation dans un salon ou dans une cuisine entre des personnes qui ne sont pas informées qu'elles sont enregistrées, ça pourrait être considéré comme étant trop éloigné, si tu veux, des possibilités. Mais tout dépend de ce que tu veux prouver, tout dépend de l'importance des propos tenus et tout dépend de la question à savoir, est-ce que c'est acceptable, est-ce que ça ne va pas déconsidérer l'administration de la justice parce que des droits fondamentaux auraient été affectés. Mais de façon générale, il est permis d'enregistrer par audio et par vidéo et ces conversations-là, à moins d'exceptions, sont admissibles en preuve
dans le cadre d'un procès. Maître Bellemare, pour des Pour dossiers connaître. de CNESST, des dossiers de SAC et d'IVAC, on peut vous rejoindre chez bellemaravocat.ca. Absolument. T'as retenu ça, c'est bon. Passez une belle semaine. Bellemaravocat.ca, un beau petit site. Salut. Sur mesure. Salut, bye. Bye-bye, Maître Bye. Marc Bellemare. Je veux revenir un peu sur le dossier de Mike Ward puis de Jérémy Gabriel. Tu sais. Puis il y a un auditeur qui me dit « Yann, c'est de l'humour noir. » Moi, je suis un fan d'humour noir. Ouais. Mike Ward, c'est mon humoriste préféré. Mais j'exprimais juste le fait que moi, j'ai un malaise de vivre dans une société où on peut, à tous les jours, raconter une joke qui nuit à une personne. Tu fais une joke générale pour tout le monde. Tu sais, OK, mais là, de cibler un individu, un enfant qui, lui, est au primaire, secondaire, je sais pas, moi, en tant que parent, si c'était mon enfant, j'aurais pas été le plus gentil des papas. Là. Parce qu'on voit ça souvent, des humoristes qui rient d'autres personnes. Là. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, c'est J'ai des pas de trouble avec adultes. les adultes. C'est ça, exact. Ouais, j'ai pas de trouble avec les adultes. Puis, tu sais, Mike Ward fait une joke sur moi, il me dérange pas. Il fait une joke sur Jean Charest, il fait une joke sur toi, il fait une joke sur Radio X. Je pense que la liberté d'expression est là. Puis, tu sais, moi, je l'aime, la liberté d'expression. Mais pour les enfants handicapés, je trouve qu'on envoie un drôle de message. Tu sais, puis, je répète, là, Mike Ward, moi, c'est mon humoriste favori. Puis, je me suis senti, à part des autres, quand la décision est tombée, là, je me suis senti à part des autres parce que sur les réseaux sociaux, là, c'était « Hurrah! Mike Ward a gagné! » Moi, j'avais hâte que ça finisse. Là. Ça fait assez longtemps que ça dure, ce procès-là. Mais hurrah, hurrah, Mike Ward a gagné. Mais concrètement, là, on parle d'un humoriste qui faisait des jokes à tous ses spectacles. Un spectacle où c'était pour les adultes avertis et tout ça. Mais le problème, c'est que la joke sortait, arrivait sur les réseaux sociaux, puis les gens écrivaient à Jérémy Gabriel. Ouais. Tu sais, Je ça n'a pas de bon sens. Je pense que la situation a tellement pris de l'ampleur et où les gens ont été contents pour Mike Ward, je crois, c'est qu'il ne devait pas d'argent. Tu sais, on dirait que les gens, je pense qu'ils voyaient que c'était une opportunité pour les parents de Jérémy Gabriel de faire de l'argent. Bon, c'était 50 000, je pense. 80 ou dans ces oui, c'est eaux-là. vrai, là. au départ, c'était 80. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'ils se sont dit contents, peut-être à cause de ça, pour l'argent. Mhm. Mais sinon, c'est sûr que rire d'un enfant handicapé, c'est pas. Ben, tu sais, c'est de l'humour noir. Je le comprends. Puis Et je me honnêtement, mets à la place des parents. Je parle pas Ouais. de Jérémy Gabriel en particulier, mais tu sais, va te promener au centre mère-enfant. T'envoies des enfants qui luttent pour leur vie. T'envoies des enfants qui sont handicapés. Ton premier réflexe, ça va-tu être de sortir un gag là-dessus? Ouais. Ben non. là. C'est d'avoir de la peine, évidemment. Tu rêves-tu d'avoir un enfant qui a des problématiques? Je pense pas. Là. Mais non, Puis là, personne déjà qui là, souhaite que ça. tu sais que ton enfant va avoir de la misère, t'apprends qu'il y a un humoriste qui fait des jokes plates à chaque soir. Puis les spectateurs écrivent à ton gars sur les réseaux sociaux comme quoi, Chris, il devrait mourir. Ouais. En tant que père, moi je sais pas, peut-être que je suis trop empathique, là, c'est peut-être un défaut d'être trop empathique, là, mais en tant que moi, personnellement, ça m'arrive. Barrez votre porte, là. Barrez les fenêtres aussi. Parce que je vais rentrer pour aller vous voir. Déménager. Les ménagers. 19h04. Des gens qui disent « Ouais, mais là, c'est de la faute des parents. » C'est pas la question des parents, là. C'est pas la question des parents. Là. Moi, c'est pas ça. Là. Les parents, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. C'est leur enfant, puis tant longtemps qu'ils ils procurent de la sécurité à leur enfant et tout ça. Tu sais, je vais-tu en vouloir à un parent qui veut que son enfant réalise son rêve? Jamais. Mais on dirait que les gens qui m'écrivent présentement, là, c'est des gens qui sont dans leur sous-sol qui n'ont pas d'enfant. Mhm. Ben, j'en lis quelques-uns. Là. Ah ouais? Puis, ouais, effectivement. Il y a quelqu'un qui est Il y a plusieurs personnes qui sont de ton bord, par exemple. Mike Ward a perdu mon respect quand il a fait une joke à l'époque de la disparition de Cédric Provencher. Il a fait une joke sur Cédric Provencher aussi. C'était une joke, mais les enfants morts, sacrifice, comment? Je sais pas. Anyway, regarde, on est juste pas du même avis. C'est pas plus grave que ça. 19h04, on fait une pause, on revient. Marceau, le soir. Radio X.